Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Canal Algérie pour votre nouveau rendez-vous hebdomadaire de Vision. L'autorité nationale indépendante des élections a donc annoncé cette semaine l'ouverture le 7 octobre prochain de la campagne de sensibilisation autour de la consultation référendaire sur le projet de révision constitutionnelle. L'ANI, qui a d'ores et déjà mis en place les critères qu'elle juge conformes à la législation, s'engage ainsi dans une nouvelle expérience électorale après celle des présidentielles en décembre 2019. Autant dire un nouveau test de crédibilité pour cette autorité nationale qui mise tout sur la neutralité et la probité de ce scrutin et faire ainsi aboutir une des étapes clés du processus démocratique en cours. Vision reçoit ce soir M. Mohamed Chorfi, le président de l'autorité nationale indépendante des élections. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, c'est moi qui vous remercie d'être venu, de vous déplacer au siège de l'ANI et permettez-moi de saluer tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Très bien. On va donc commencer par un petit peu les aspects organisationnels de ce référendum. À l'entame de l'opération de révision exceptionnelle, il faut le rappeler, des listes électorales, vous aviez estimé qu'elle s'achèverait à peu près avec 600 000 nouveaux inscrits, 160 000 radiations. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite tendance de la fin donc, de l'opération de révision des listes électorales? Oui, je peux vous donner les chiffres disponibles à l'instant T, puisque la consolidation ne peut se faire qu'à la fin des délais de recours et des recours exercés qui sont en voie de traitement au niveau donc, des juridictions compétentes. Mais les chiffres sont disponibles à l'heure actuelle. Concernant les nouveaux inscrits, j'avais prévu, vous avez dit vous-même, environ 600 000. À l'instant T, ils sont environ 300 000. Donc il y a 299 104 nouveaux inscrits à l'instant T. Et les radiations, c'est 274 828. Donc beaucoup plus que ce que vous aviez estimé au départ. Voilà. J'explique. Pourquoi les Mouchataboun sont beaucoup plus nombreux? Parce qu'il y a une introduction d'une application nouvelle développée par l'ANI et qui permet un assainissement du fichier électoral de manière plus efficace, puisque fondée sur la technologie. Et j'espère vous amener à la fin de l'émission faire un saut à notre data center pour voir sur site comment les choses fonctionnent. Donc, le nombre de radiations, cela est un gage de succès. Le fait qu'ils soient plus nombreux, ça veut dire que l'assainissement se fait de manière sérieuse. Et donc, nécessairement, le volume de la masse des électeurs va certainement être inférieur à ce qu'il était au départ, puisque j'avais annoncé 24 millions. Un peu plus de 24 millions. Au jour d'aujourd'hui, le corps électoral est de 22 106 795, dont 41 546 âgés de plus de 18 ans, donc électeurs. Donc ça veut dire que l'assainissement se fait de façon graduelle et ordonnée, ce qui augure d'une maîtrise pour l'avenir de cette donnée qui est fondamentale pour la sincérité du scrutin. Oui, on va justement en parler, mais avant, vous avez parlé d'une dynamique importante par rapport aux nouveaux inscrits. Comment vous l'expliquez pour ce scrutin particulièrement? Oui, permettez-moi de faire un lien, parce que les mathématiciens aiment toujours faire des liens entre des données chiffrées pour pouvoir avoir une interprétation la plus juste possible. Actuellement, j'ai un corps qui est en formation. C'est celui d'Hufad al-Amana. C'est les gardiens du dépôt. Le dépôt, c'est la voix du peuple, c'est le choix du peuple.
Dans la doctrine de l'ANI, on considère que le choix du peuple est un dépôt chez l'ANI. Et donc qu'on doit agir comme gardien de ce dépôt. Et on a fait appel à l'ensemble de l'élite algérienne, universitaire, fonctionnaire, et pour qu'il y ait ce corps que j'ai appelé le corps des volontaires pour les gardiens des dépôts qui constitue la réserve démocratique pour l'avenir. Aujourd'hui, leur nombre est de 199 000, dont 23 000 pour la seule journée d'hier. Donc, qui s'inscrivent sur le site, donc sur une application directe. Et donc, le lien entre cet assainissement qui se fait donc de façon progressive et graduelle et l'engagement de ces milliers de jeunes pour être les dépôts montre qu'il y a une conscience citoyenne. Parce que ces jeunes de Hafad al-Amana, ce ne sont pas des prétendants à un poste de travail, ce sont des volontaires pour préserver la sincérité du choix du peuple. Ils sont volontaires pour l'encadrement des bureaux de vote. Voilà. Donc, je pense que la dynamique citoyenne, elle est là. Et je pense qu'il y a des raisons d'espérer, Inch'Allah, pour la construction démocratique. Plus que positif, je suis même optimiste. Très bien. Alors, cette opération d'assainissement du fichier électoral, on en parle un peu comme ça, comme une opération technique, mais il faut dire qu'elle obsède depuis toujours à la fois les électeurs, les observateurs aussi. Le fichier électoral qualifié d'ailleurs par endroits par certains partis politiques, notamment de puissants instruments de fraude dans l'ancien système. N'est-ce pas là donc la première étape de contrôle pour vous, pour l'ANI, contrôle strict? Et c'est-à-dire que l'ANI doit donner justement des garanties par rapport à ce fichier électoral et qui explique aujourd'hui la mise en place donc, de cette plateforme numérique pour garantir la probité du scrutin. Effectivement, on peut dire que pour la première fois, maintenant les citoyens le savent, que c'est pour la première fois que le fichier électoral a une assise juridique. Pour la première fois, il y a une loi qui consacre la nécessité d'élaborer un fichier électoral. Avant, c'était l'Arlésienne, tout le monde en parlait, personne ne la voyait, personne ne savait ce que c'était. Oui. Bien. Aujourd'hui, on sait ce que la loi préconise pour cela, et l'ANI a pris en charge, puisque la loi a confié à l'ANI le soin d'élaborer ce fichier électoral, de le tenir, et donc ça fait partie de la mission de l'ANI, à savoir garantir les conditions de sincérité, de crédibilité, de transparence du vote. Donc l'assainissement du fichier électoral commence dès l'élaboration des listes électorales elles-mêmes, puisque le fichier électoral n'est que la somme des listes électorales au niveau de... Mais en même temps, il dépend de la qualité de la source à laquelle il s'abreuve. Le fichier électoral était un dérivé du fichier d'état civil. Il était un dérivé du fichier d'état civil. Donc la doctrine de l'ANI, c'est justement de découpler le fichier électoral du fichier d'état civil. Et actuellement, donc, le fichier électoral est puisé directement sur le fichier d'identification nationale. Ce qui veut dire quoi concrètement? Les fichiers d'identification, c'est le fichier des cartes nationales d'identité biométrique. Donc là, il n'y a pas moyen de tricher. Les doublons, lesquels. Oui. Et donc, de même que les décès, les changements de résidence, tout ça va être traité de façon pratiquement automatique. Est-ce qu'il est accessible, par exemple, ce fichier électoral? Est-ce qu'il est accessible? On sait qu'il y a des dispositions dans la Constitution et dans la loi électorale qui obligent les pouvoirs publics, en tout cas dans les scrutins passés, à remettre une copie du fichier, par exemple, aux partis politiques. Est-ce qu'il est accessible? Parce que, pardon, c'est justement le fait de l'avoir dissimulé longtemps qui a nourri ces suspicions autour du fichier électoral. Il y a une donnée qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est que le fichier électoral est un fichier de données personnelles des citoyens.
Les données personnelles doivent être protégées légalement. Je ne peux pas accéder à des renseignements qui vous concernent, bien. Bien. Mais la loi prévoit que, pas le fichier électoral, les listes électorales communales peuvent être mises à disposition. On ne les remet pas. On peut les consulter à disposition. Il n'y a que certains organismes, comme le Conseil constitutionnel, à qui on doit remettre une copie des fichiers communaux, parce que lui, il contrôle. In fine, il contrôle donc la régularité des opérations de vote et de référendum. Donc, la mise à disposition, elle est là, elle a été réalisée pendant l'élection présidentielle de 2019. Et donc, les partis concernés ou les candidats peuvent, in situ, consulter ces listes et prendre les renseignements qu'ils veulent, vérifier toutes les données qu'ils veulent, parce qu'on ne vient pas consulter par curiosité, on vient toujours consulter pour vérifier certaines données qu'on possède. Pour vérifier l'exactitude des renseignements que l'ANI met à leur disposition ou qu'ils ont lus dans les documents qui sont distribués à l'occasion du scrutin. Donc la mise à disposition est permise. Mais la remise des listes ne peut se faire qu'aux organes et institutions légalement désignés, parce que ça concerne les données personnelles des citoyens. Alors en matière de gestion des ressources, de management, comme on aime à le dire aujourd'hui, l'ANI dit qu'elle va étroitement coordonner avec une commission gouvernementale, avec donc plusieurs ministères qui sont concernés, dont l'intérieur, les affaires étrangères, la santé, pour la conjoncture sanitaire actuelle. Comment éloigner, M. Charfi, le spectre d'une interférence de l'administration, même si, on le sait, le président de la République s'est engagé sur ce principe-là, sur le principe de l'indépendance de l'ANI? Je vous remercie. D'abord, je dois préciser qu'il ne s'agit pas d'une commission. Il s'agissait au départ d'un mécanisme de coordination réclamé par le président de l'ANI lui-même. J'avais soumis les problèmes que nous connaissons au niveau de l'ANI, en la conjoncture actuelle de son développement, en l'étape actuelle de son développement. Monsieur le Président de la République a considéré que, en application de la loi, l'État doit mettre efficacement les moyens nécessaires à la disposition de l'ANI, puisque l'ANI doit gérer des millions de personnes à l'occasion de ce qu'il ne faut pas. Ce n'est pas une affaire de 4 000 ou 5 000. C'est des millions de personnes qu'on doit gérer entre les encadreurs, entre ceux qui interviennent pour la logistique, etc. etc. Donc, le gouvernement, les ministères impliqués dans le processus électoral d'une manière ou d'une autre, donc, ont pris connaissance des besoins de l'ANI, les besoins que nous avons décidé d'externaliser, puisque vous avez parlé de management. Vous savez très bien que chaque entreprise maintenant qui veut réussir dans son entreprise et éviter les déperditions de ressources doit se consacrer au cœur de métier. Nous, le cœur de notre métier, c'est de veiller à organiser un scrutin transparent, crédible, légal, honnête, et c'est là notre cœur de métier. Donc c'est l'encadrement de ce vote, de ce scrutin, au sein des bureaux de vote, donc la désignation des cadres, c'est les commissions électorales qui doivent être constituées selon des bases saines, légales et qui participent. Et c'est pour ça que la présence de magistrats présidant ces commissions-là donne une garantie supplémentaire de neutralité, puisque pour pouvoir aspirer à donner une crédibilité, il faut d'abord réunir les conditions de sa propre neutralité, de sa propre impartialité. Et enfin, l'acheminement
l'acheminement de l'information électorale depuis le citoyen qui a mis son bulletin dans l'urne jusqu'au siège de l'ANI, au Conseil constitutionnel. Tout ça est organisé. Je vous invite après l'émission à voir sur site notre data center. Vous comprendrez à ce moment-là que l'ANI veille jalousement à maintenir son indépendance. Donc, ce mécanisme a permis actuellement d'avoir des représentants, ce qu'on appelle, nous, les points focaux. Un point focal, par exemple, le ministère de l'Intérieur, j'ai un point focal, j'ai dit que j'ai lui, il sait à qui s'adresser. Voilà, tel problème se pose à tel endroit, tel manque à tel endroit. Donc j'ai des points focaux du ministère de la Santé, du ministère de la Communication, du ministère... Une coordination logistique un petit peu. C'est la logistique, c'est uniquement ça, c'est exclusivement ça, c'est exclusivement... En vertu de quoi, sincèrement, madame, vous pensez que l'ANI gagnerait en indépendance lorsqu'elle doit se charger du transport des électeurs, ou bien de nourrir les encadreurs des bureaux de vote, d'aller voir qui va fournir les casques, etc. C'est la logistique pure. C'est la logistique pure. Nous, notre cœur de métier, c'est de veiller à l'intégrité du scrutin. Ouais. Donc, tous nos efforts. Et c'est pour ça que les représentants locaux de l'ANI veilleront, selon les gardiens, à ce que les conditions matérielles soient réunies. Oui. Ce n'est pas parce qu'on a externalisé qu'on s'est désintéressé. Non, on a externalisé pour mieux asseoir notre indépendance. Et c'est le message que le gouvernement a bien saisi. Et je dois dire que jusqu'à... Il apporte son assistance. Je dois dire que jusqu'à présent, il y a une réactivité positive de tous les membres du gouvernement impliqués, sans exception. Très bien. Et nous ne ressentons pas la pression que nous avons pu ressentir pendant les élections présidentielles, où on avait des difficultés à communiquer pour dire voilà, il y a tel problème dans telle wilaya, il y a tel... En plus de ça, nos représentants n'ont pas de charge. Ils sont là uniquement pour observer, pour surveiller, même, par exemple, je vous donne le protocole sanitaire, que tout le monde loue pour la qualité de son élaboration, etc. etc. Vous pensez que l'ANI aurait pu s'occuper d'installer ce protocole? Non, c'est le ministère de la Santé, c'est le ministère de l'Intérieur. Ça doit passer de toutes les manières par le ministère de la Santé. Mais sous l'œil de l'ANI, les bureaux de vote seront surveillés par l'ANI. Est-ce que les conditions prévues par le protocole sont réunies sur le terrain ou pas? S'il y a un manque quelque part, il y a des points focaux, on signale un manque, qui est responsable? C'est le ministère de l'Intérieur. Le point focal du ministère de l'Intérieur appelle tout de suite. Il sait où appeler lui. Il sait quel est le responsable du ministère de l'Intérieur en charge de ça sur le Je crois que voilà. le principe de l'indépendance de l'ANI a bien été et sincèrement, je vous remercie de votre question, parce que ce qu'on a acquis par la réussite de l'élection présidentielle, on n'est pas prêt à le brader pour n'importe quoi. Au contraire, on est là pour le consolider, pour avancer plus haut, Inch'Allah. Alors justement, les contours organisationnels de cette campagne de sensibilisation qui doit donc se conjuguer, vous venez de le dire, avec la situation sanitaire. On sait que les délégués de Wilaya devront assumer la responsabilité donc, de ces explications envers le citoyen, de l'importance de participer à ce nouveau rendez-vous électoral. Mais qui concrètement va faire cette campagne sur le terrain, campagne d'explication? Monsieur Chorfi. Pour l'ANI, nous sommes déjà rodés pour cette question. Les membres de l'ANI ont déjà participé à des émissions télévisées, radiodiffusées ou avec la presse écrite. Et nous nous sommes déplacés souvent dans des réunions avec la société civile. Et actuellement, au jour d'aujourd'hui, il y en a une qui se déroule à Médéa. Donc, sous l'égide de notre observatoire que nous avons mis en place, il ne faut pas l'oublier, 15 jours après notre installation. 15 jours après nous avons mis en place l'observatoire pour la promotion de l'acte électoral et qui a
actuellement beaucoup de succès. Donc, il travaille en étroite collaboration avec les chercheurs algériens en la matière. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il y a une activité à Béir. Et demain, il y en aura une autre à Bouguera, etc., etc. Donc, nous sommes rodés. Mais il y a aussi les associations qui ne sont pas obligées de travailler avec l'ANI, qui volent de leurs propres ailes. Il y a les partis politiques, il y a les personnalités politiques. Vous avez parlé aussi du staff gouvernemental. Le staff gouvernemental, c'est-à-dire le gouvernement, puisque le référendum, le projet de révision constitutionnelle est un projet du président de la République, donc c'est un projet du gouvernement. Donc, a fortiori, il est le premier intéressé pour expliquer les objectifs politiques. Est-ce qu'il y a des personnalités connues qui vont donc mener cette campagne? Non, nous, on n'est pas chargé d'identifier les intervenants. Nous, on trace les règles qui doivent être remplies pour intervenir et comment intervenir. Et pour ce qui est de la campagne donc, explicative à l'étranger pour nos concitoyens résidents à l'étranger, qu'est-ce qu'a prévu l'ANI? Oui, effectivement, dans ce cas d'espèce, il y a deux contraintes. La première contrainte, c'est que ce sont les lois du pays hôte qui régissent la matière, ce n'est pas nos lois. Oui. Deuxièmement, il y a la situation de la pandémie du Covid-19 qui sévit dans les principaux pays où il y a une concentration de notre immigration, de nos citoyens à l'étranger. Et donc ces deux facteurs font que nous sommes tributaires de l'organisation que l'État étranger veut bien concéder à, bien sûr, les conventions internationales dans le droit d'organiser, mais si on ne peut pas les organiser dehors, on organisera le tout dans nos représentations diplomatiques et consulaires. Et on fera tout pour que nos citoyens à l'étranger puissent exercer leurs droits pleinement. Et à partir d'ici, par les moyens télévisuels, Internet, puisque nous avons installé maintenant un site, nous avons relooké le site d'Internet, on peut communiquer avec nos concitoyens et donc ils seront impliqués, évidemment. Les impliquer oui. Dans l'opération. Et nous avons nos délégués, il ne faut pas oublier que nous avons nos délégués aussi en France, oui. Qui sont résidents en France. Nous avons préféré, contrairement à ce qui va le passer, que celui qui est chargé des relations de notre immigration avec les différentes institutions, en l'occurrence en ce qui concerne l'ANI, ce sont des Algériens qui résident en France. Et sur la proposition de nos représentations diplomatiques et consulaires, donc qui connaissent mieux les qualités des citoyens qui sont sur place pour jouer le rôle d'intermédiaire dans cette opération de sensibilisation. Et on verra ce que ça donnera selon l'évolution de ces deux facteurs dont je vous ai parlé, à savoir donc... Alors, la révision de la Constitution va impliquer une large révision des lois essentielles dans un souci de conformité. Les réformes politiques vont concerner des lois organiques comme le régime électoral, on le sait déjà, la loi sur les partis, les associations. Dans les deux premiers, on parle d'une révision en profondeur pour le code électoral et la loi sur les partis. Est-ce que c'est justement le contexte actuel, post-Hirak, on a envie de dire, Hirak du 22 février, qui va donc obliger et qui exige cette révision en profondeur des lois organiques que nous avons actuellement? Oui. Je dois répondre franchement. Oui. Il n'y a aucune honte à dire que le Hirak a imposé le changement. On est fiers d'être les enfants du Hirak. Maintenant, il s'agit de construire rationnellement, de construire de manière pérenne. Je vous remercie de me passer le mot, de manière pérenne. Et donc, démanteler le système qui a amené, je dis bien le système, pour rester à la hauteur de votre émission. Démanteler le système. Et donc, pour démanteler le système, il faut démanteler les bases sur lesquelles se fonde ce système, à savoir les lois
fondamentales pour l'organisation de la gouvernance dans tout pays. Et parmi ces lois fondamentales pour la gouvernance de tout pays, les lois sur les partis politiques, la loi électorale, la loi sur tout ce qui concerne l'activité collective des citoyens doivent être revus en fonction des nouvelles nécessités de la construction démocratique. Voilà. Donc démocratiser le droit, pas le droit avec un grand D, mais comme législation, comme instrument de gouvernance est une exigence du changement. Donc relier cela au Hirak est logique. Et nous garderons pour longtemps l'image que le Hirak a libéré peut-être la réflexion juridique dans notre pays. Peut-être il a libéré l'imagination pour trouver des solutions nouvelles. Les énergies aussi. Des énergies nouvelles. Donc il n'y a aucune honte à dire c'est le Hirak. Oui, c'est le Hirak. À quoi vont ressembler le code électoral de demain, la loi sur les partis? On sait qu'il y a une reconfiguration, selon vous, hein, une reconfiguration de la société politique aujourd'hui. Les associations, il y a une nouvelle perception du mouvement associatif aujourd'hui, notamment dans la révision constitutionnelle. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui de ces lois qui vont être révisées en profondeur? Qu'est-ce qu'elles vont apporter? Sachant que le code électoral a été révisé partiellement il y a moins d'une année, c'est cela, en 2019. Oui. Qu'est-ce qu'on doit apporter de plus aujourd'hui? Est-ce que c'est la révision constitutionnelle qui va mettre ces lois en déphasage avec les exigences du moment? Oui. C'est cela? Ils sont déjà en déphasage avant Elles étaient déjà. Elles sont encore en déphasage, malgré l'adaptation du code électoral. Qu'est-ce qu'il faudrait apporter aujourd'hui, M. Chorfi, selon vous? D'abord, des règles plus conformes à la neutralité de l'administration. Oui. Par exemple, renforcer les mécanismes d'intervention de l'autorité, je parle du code électoral, oui, de l'autorité nationale indépendante. Il y avait des interprétations du code électoral. Pardon? Il y avait des interprétations de certaines dispositions du code électoral. Est-ce qu'il faut barrer la route à ce type de comportement? Non, je ne dis pas pour barrer, parce que là, on ne peut pas extrapoler sur les intentions du législateur. Mais elles étaient faites pour servir une logique d'un système qui voulait être comme il fut. J'espère comme il fut. C'est-à-dire? J'espère que je peux utiliser comme il fut, parce qu'avec l'élection de décembre 2019, nous avons un président élu démocratiquement, et donc on peut parler, parce que le système est fondé sur d'abord la liberté d'élection du président de la République. Quand on est libre d'élire notre président de la République, on est déjà dans un autre système avec une autre logique de rapport entre le gouvernement et le gouvernement. Vous parlez de la liberté de choix d'ailleurs. La liberté de choix, je vous remercie. La liberté qui est la première condition de la construction de l'état de droit. La liberté de choix. Parce que quand j'ai la liberté de choisir, j'ai aussi la liberté de demander des comptes. Quand j'ai la liberté de demander des comptes, j'ai la liberté de changer le mode de gouvernance. Donc, les lois ne sont pas... Par définition, les lois sont un programme politique. Toute loi est un programme politique ou un segment d'un programme politique. Oui. Toute loi, quelle qu'elle soit, il n'y a pas de loi neutre. Et le code électoral et la loi sur les partis politiques, encore moins. Encore moins. Elles ne sont pas neutres du tout. Donc le système dépend de la qualité de ces 2 ou 3 lois fondamentales pour la construction démocratique. Alors, il y a certains spécialistes, justement, de la question qui disent que la moralisation de la vie publique et la lutte contre la corruption doit figurer en bonne place dans le code électoral et dans la loi sur les partis. Est-ce que vous voyez le lien qu'il y a entre ces deux il y a plus qu'un lien. Paramètres? Il y a plus qu'un lien. Il y a une connexité. Une connexité certaine, pour ne pas dire en termes juridiques qu'on utilise dans le jargon judiciaire, indivisibilité peut-être. C'est fondamental. Oui. Lutter contre la corruption en permettant une déviance dans le choix du peuple, ça ne sert à rien. Vous n'aboutirez à rien. La première lutte contre la corruption, c'est que le peuple élise librement et que ce choix soit celui qui sera traduit dans les faits. C'est la raison d'être de l'ANI.
Parce qu'un député élu démocratiquement, honnêtement, vous pouvez compter sur lui pour renforcer la démocratie. Mais un député qui vient avec la shkara noire, vous ne pouvez pas compter sur lui. Impossible, même s'il est diplômé de je ne sais quoi, mais la morale est à la base de la citoyenneté. La morale est à la base de la citoyenneté. Quand on n'arrive pas à lutter contre le sac, on le dit dans le jargon, c'est notre jargon populaire, le sac noir, quand on n'arrive pas à lutter contre ça, ça ne sert à rien de vouloir moraliser la vie publique. C'est le départ, c'est au moment du choix de celui qui sera chargé d'élaborer les lois, celui qui sera chargé de contrôler le gouvernement. Il ne faut pas oublier, le député n'est pas simplement un législateur, il est aussi un partenaire de la gouvernance. Il contrôle le gouvernement. Donc, si lui-même, il est mal élu, comment voulez-vous qu'il contrôle sérieusement un gouvernement? Donc, tout est lié. Oui. Code électoral, la loi sur les partis politiques, la loi sur la moralisation de la vie publique. C'est un arsenal démocratique qu'il nous faut faire sérieusement et avec la participation de tout le monde. Pour une fois, le dialogue doit être un dialogue scientifiquement élaboré. Pas un dialogue juste pour traverser le gué. Non, un dialogue pour construire la pérennité. Oui. Un dialogue, et le dialogue, vous savez sur quoi il est fondé? Il n'est pas fondé sur les concessions que chacun doit faire. C'est pas ça le dialogue. Le dialogue, il est fait pour chercher la chose commune, l'intérêt commun. C'est pas chercher mon intérêt et le vôtre et de voir où il se... Non, l'intérêt commun qui peut être différent des intérêts de chacun. L'intérêt général par... L'intérêt commun, vous pouvez l'appeler intérêt général aussi, oui. Parce qu'il y a certains qui considèrent l'intérêt général comme adaptable. Là. Très bien. Nouvelle loi donc sur le code électoral, on vient d'en parler, sur les partis politiques. La loi sur l'autorité nationale indépendante des élections sera-t-elle intégrée justement au code électoral, qui sont intrinsèquement liées elles aussi, ou donc pour un souci de cohérence, ou alors une loi indépendante avec un contenu spécifique, M. Chaffi? Oui, je dois dire que la question est importante et mineure en même temps. C'est un oxymore, c'est ce que j'utilise là. Il n'y a pas de sanctuaire pour la loi. Elle peut être, comme elle est actuellement, une loi isolée du code électoral. Mais on parlait de la cohérence et de la pérennité. Oui, non, ça existe dans plusieurs systèmes électoraux dans le monde, des lois propres à l'autorité chargée des élections et le code électoral. Mais aussi, plusieurs systèmes dans le monde intègrent la loi sur l'autorité chargée des élections au code électoral. Donc il n'y a pas une question fondamentale là-dessus. L'essentiel, c'est le contenu de la loi elle-même. En termes de contenu, justement. Voilà, le contenu ne diffère pas qu'elle soit indépendante ou intégrée au code électoral. Le contenu, il peut être très fort. Il ne peut pas d'y avoir une incohérence si ce sont deux lois distinctes? Non. Même si c'est actuellement, il n'y a pas d'incohérence entre la loi sur la ligne et le code électoral que nous appliquons quand nous sommes chargés. Il n'y aura pas d'incohérence aussi lorsque la loi sur la ligne... Non, le problème, c'est les contenus. Si les contenus sont cohérents et s'ils sont conçus de façon complémentaire et intégrée, que les textes soient des textes supports matériels différents ou des textes intégrés, il n'y aura pas de contradiction. L'important, c'est le contenu. Est-ce que le contenu renforce l'indépendance de l'ANI ou est-ce qu'il ne la renforce pas? C'est à ça qu'on doit veiller. Mais l'ANI, aujourd'hui constitutionnalisée, elle est d'ores et déjà renforcée, elle sera renforcée dans la prochaine mouture de la Constitution. Oui, elle sera renforcée à certains aspects. Je dirais qu'elle sera pérennisée. Disons qu'elle sera pérennisée parce que maintenant, il sera difficile pour n'importe quel dirigeant de revenir dessus, parce qu'il doit modifier la Constitution, faire un autre référendum ou bien passer par le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle. Je pense que cette fois-ci, s'il y a un changement qu'on veut faire passer par le Parlement, il sera difficile à obtenir parce que l'ANI, l'autorité nationale, fait partie maintenant de l'équilibre des pouvoirs, puisqu'elle donne la légitimation en amont à la gouvernance politique. Donc il sera difficile pour quelqu'un de la supprimer sans passer par le peuple.
Alors, une dernière question, Monsieur Chorfi, puisque nous arrivons déjà à la fin de notre émission. J'aimerais qu'on revienne sur une déclaration que vous avez faite sur le projet de révision constitutionnelle qui apportera, selon vous, des réponses aux problèmes qui rongent la cohésion nationale. La dimension novembriste, vous dites, et consensuelle de la Constitution serait la clé, selon vous, mais des processus de révision constitutionnelle, il y en a déjà eu par le passé, un certain nombre. Qu'est-ce que cette Constitution, selon vous, apporte comme garantie pour renforcer le socle de cette cohésion nationale? Je vous remercie sincèrement. Je vous remercie. Vous avez résumé dans votre question une problématique très complexe. Très complexe. C'est les rapports, justement, entre la conscience citoyenne et le mode de gouvernance. Je pense que vous faites allusion à certains de mes écrits ou mes déclarations, parce que j'ai affirmé que le socle de l'état de droit, c'est le consensus national. Consensus national, pour vous reprendre. Oui, oui. Le consensus national n'est pas un concept creux ou un slogan politique. Le consensus national, c'est le bilan de l'état des relations intra-sociétés, des relations entre les citoyens et des relations entre les citoyens et les gouvernants. Les dirigeants. Donc, c'est le mode de communication horizontal et vertical, le mode de communication. Ça peut être les médias, ça peut être les institutions élues, ça peut être les partis politiques, ça peut être... Bon, c'est tout un système qu'il faut élaborer pour que le citoyen soit libre de choisir, soit libre de contrôler et soit capable de remettre en cause le mandat octroyé. J'ai dit que le mandat d'un élu peut revêtir 3 formes selon les raisons qui ont amené le citoyen à voter pour X ou pour Y. Soit il a voulu concéder une wilaya, c'est-à-dire un mandat, une sorte de procuration pour exercer en son nom, certes. Soit il s'en est remis totalement à celui qu'il a élu, lequel va considérer ça comme, j'ai utilisé un mot, mais j'ai peur qu'il soit mal traduit. Bon, c'est comme une robobia, c'est un terme juridique. On précise bien, ça n'a rien à voir avec n'importe quelle compréhension religieuse. Je vous donne un exemple. La relation du papa avec sa fille, puisqu'il doit donner son consentement au mariage. Ce consentement ne lui est pas octroyé, lui, comme un droit, non. Ça lui est octroyé pour aider sa fille à faire le bon choix. À faire le bon choix, etc. etc. Donc, il doit se mettre à rechercher le bonheur de sa fille et non pas à exercer une puissance quelconque. Voilà. Donc, quand on élit quelqu'un, qu'est-ce qu'on attend de lui? Est-ce qu'il représente nos idées? Est-ce qu'il représente simplement mes besoins? Est-ce que, etc., etc. Donc, le consensus national doit être reflété par, à la fois, les moyens de son organisation, c'est-à-dire donc les lois, etc., par les moyens de son expression, c'est-à-dire donc les élus, etc., etc., et par les moyens de coercition dont disposera le citoyen. Donc vous dites aujourd'hui que... on doit les mettre en place. Est-ce qu'il y a les bases aujourd'hui de ce dont vous parlez votre question, dans la Constitution? On doit les mettre en place. Oui. La Constitution le prévoit, puisqu'il y a une nouvelle répartition du pouvoir. Il faut comprendre qu'il y a les messages entre les lignes. Cette multiplication des autorités indépendantes, des autorités institutionnelles indépendantes, comme l'autorité de la moralisation, comme la Cour constitutionnelle qui est érigée, c'est une véritable nouvelle répartition horizontale du pouvoir. L'ANI dispose d'un pouvoir réglementaire. L'arrêté que j'ai pris hier en tant que président de l'ANI, ça organise quand même un pan important de la société. Donc c'est une concession d'une partie du pouvoir réglementaire à l'ANI. C'est quelque chose qui devait revenir naturellement au Premier ministre
de prendre une pareille décision par un décret exécutif. Mais l'évolution a fait que maintenant, et ce sera ainsi pour toutes les c'est ce qu'on appelle l'évolution de la démocratie du XXIe siècle. C'est cette nouvelle répartition horizontale du pouvoir. Bon, certains y voient une remise en cause des théories de Montesquieu, mais bon, on ne va pas aller jusque-là dans notre émission. Monsieur Mohamed Charfi, je rappelle que vous êtes le président de l'autorité nationale indépendante des élections. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité d'aborder certains sujets chauds qui intéressent nos citoyens. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne.